J'étais en voiture, je venais de raccompagner quelqu'un et j'allais pour reprendre le périphérique pour rentrer chez moi. Et dans la voiture, je me suis sentie gênée au point de vue respiratoire. Je suis sortie de la voiture et puis ce sont deux messieurs qui ont vu que je n'étais pas bien, qui ont appelé les pompiers. J'ai commencé à être essoufflée. Je ne pouvais plus même me déplacer dans l'appartement. Dans la rue, je faisais des très petites distances, 50 mètres. Il fallait que je m'arrête, que je reprenne mon souffle, et ainsi de suite, jusqu'à l'endroit où je voulais aller. Ma maladie a commencé il y a 2 ans par une baisse soudaine de tension de l'ordre 7,4, une très grande fatigue, très grande lassitude, l'impossibilité d'assurer les mouvements quotidiens habituels, une inappétence allant jusqu'à un dégoût de la nourriture et une anorexie qui a duré 15 jours. Alors, Monsieur Pénicaud, vous avez fait une poussée d'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que votre cœur n'a pas été capable de pomper suffisamment pour assurer de l'oxygène en quantité suffisante à vos tissus, et que vous avez eu de ce fait une sensation de fatigue. On peut considérer qu'il y a 2 formes d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque aiguë, qui est l'aggravation brutale de la maladie, lors de laquelle on hospitalise généralement les gens parce qu'ils sont en détresse respiratoire, ils n'arrivent pas à respirer et ça nécessite une hospitalisation. Et puis d'autre part, une insuffisance cardiaque chronique, qui est une maladie au long cours, avec une aggravation progressive de la fonction pompe du cœur, qui va justifier un traitement au long cours. Toutes les maladies cardiaques ou cardiovasculaires peuvent, ou presque toutes, aboutir à de l'insuffisance cardiaque. Si le muscle cardiaque perd une partie de son volume, s'il y a une partie du muscle qui est perdue au cours d'un infarctus du myocarde, la partie restante va avoir du mal à faire le travail, un infarctus du myocarde par exemple. S'il y a une tension artérielle, une hypertension qui évolue depuis un certain temps, ça finit par abîmer le muscle cardiaque qui ne travaille plus bien et ça peut conduire à une insuffisance cardiaque. S'il y a une valve qui est censée éviter que le sang ne reflue et qui ne fait plus son travail, soit parce qu'elle l'empêche de passer, soit parce qu'au contraire elle fuit, ça fait une surcharge de travail pour le muscle cardiaque qui peut ne plus arriver à assurer un débit suffisant. Le cœur est une pompe qui approvisionne les différentes parties du corps humain en oxygène et nourrit toutes ses cellules. Il est constitué de 2 parties qui fonctionnent comme 2 pompes. La première récupère le sang oxygéné dans les poumons et l'envoie dans tout l'organisme, les membres et les organes. La deuxième partie du cœur récupère le sang pauvre en oxygène de l'ensemble de l'organisme et l'envoie dans les poumons où il va se recharger en oxygène. À la suite de certaines maladies, le cœur s'affaiblit. On parle d'insuffisance cardiaque. Le cœur n'est alors plus capable d'assurer un débit sanguin suffisant. Lorsque l'insuffisance cardiaque atteint la partie du cœur qui expédie le sang oxygéné dans tout l'organisme, le sang s'accumule en amont et stagne dans les poumons, ce qui provoque leur congestion. C'est l'œdème pulmonaire. Il est responsable de l'essoufflement. Lorsque l'autre partie du cœur est atteinte, le sang stagne dans les jambes et le foie et provoque leur congestion, responsable d'un œdème souvent visible aux chevilles, avec une augmentation du poids. Dans les muscles, le manque d'irrigation sanguine provoque une baisse des capacités physiques et donc une sensation de fatigue générale. De la même façon que le jardinier pince son tuyau pour augmenter la pression de l'arrosage, l'organisme réagit et tente de s'adapter en mettant en route des mécanismes pour compenser la baisse du débit sanguin et maintenir la pression. D'une part, les petits vaisseaux se contractent, ce qui a pour effet d'augmenter la pression en amont de cette contraction. D'autre part, les reins, qui sont chargés de régler le volume du sang dans la circulation, réagissent à la baisse de ce débit en retenant du liquide. Hélas, ces mécanismes compensateurs finissent par devenir nocifs en fatiguant la pompe cardiaque. Un cercle vicieux se crée et en l'absence de traitement, la maladie s'aggrave. Je me suis décidée à venir voir le professeur Jondot puisque ça ne s'améliorait pas. Et là, j'ai été hospitalisée. On m'a fait un traitement et qui a duré une 8aine de jours à peu près, je pense. Je ne sais pas exactement ce qu'on va faire après comme traitement, parce qu'on vous donne les médicaments ici à l'hôpital, mais on ne sait pas exactement. Cette maladie m'a valu donc une hospitalisation d'environ 3 semaines, avec pour régime diurétique à très forte dose, régime alimentaire sans sel très strict. Le traitement de l'insuffisance cardiaque diffère selon son mode d'apparition.
l'apparition rapide de la maladie se manifeste par un œdème aigu du poumon. C'est une urgence. Il faut faire vite car les poumons s'emplissent de liquide et l'essoufflement devient tel que la respiration est très difficile. De l'oxygène est d'abord administré avec un masque. Puis un médicament diurétique est injecté par voie intraveineuse. En faisant uriner, il évacue le liquide en excès dans l'organisme, en particulier dans les poumons. Enfin, on donne un médicament nitré qui dilate les vaisseaux des poumons et diminue leur congestion. Lorsque l'apparition de la maladie est progressive, il existe une congestion des poumons avec un essoufflement, mais aussi une congestion des jambes avec un œdème des chevilles, une prise de poids et une fatigue. Un médicament diurétique pris seul, en comprimé, suffit à maîtriser la congestion. Il agit rapidement et ses doses sont adaptées en fonction des manifestations congestives. Lorsque la maladie est chronique, les mécanismes compensateurs que nous avons décrits tout à l'heure deviennent nocifs. La pompe cardiaque se fatigue. Pour la soulager, il faut bloquer ces mécanismes compensateurs. Deux sortes de médicaments sont utilisés, les IEC et les bêta-bloquants. Les IEC soulagent le cœur en relâchant les vaisseaux qui se sont contractés. Les bêta-bloquants agissent directement sur le cœur et le protègent. Les doses de ces médicaments doivent être augmentées très progressivement. Ils n'apportent pas un mieux immédiat, mais ils limitent l'évolution de la maladie. Ils nécessitent une surveillance régulière. Pour les IEC, un contrôle de la tension artérielle et une prise de sang pour vérifier l'état des reins et le taux de potassium. Pour les bêta-bloquants, un contrôle de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. On peut être amené aussi à utiliser d'autres médicaments. La digoxine, qui augmente la force de contraction du cœur et le ralentit, les antiarythmiques pour maintenir un rythme cardiaque régulier, les anticoagulants pour éviter la formation des caillots. Les règles que doit suivre le patient concernant son traitement, c'est avant tout évidemment de le prendre. S'il ne le prend pas le matin, il vaut mieux qu'il le prenne le soir plutôt que de ne pas le prendre du tout. Et s'il ne le prend pas un jour, il ne faut pas qu'il double les doses le lendemain, sous prétexte qu'il n'a pas pris la veille. Mais vraiment, il est important de le prendre de façon régulière. Le panier à épices, ça rehausse le goût, ça ne compense pas tout à fait le sel, mais ça aide quand même à retrouver un certain appétit par des goûts ajoutés aux produits naturels, quoi, qui par nature sont assez fades. Le régime sans sel est très important. On essaye de le faire suivre au patient de façon très rigoureuse, au même titre que son traitement. La règle essentielle, c'est la suppression complète du sel fin, du gros sel, du sel de céleri également. Et par ailleurs, on supprime un certain nombre d'aliments naturellement très riches en sel. Donc le pain, les pains, le fromage, quel qu'il soit. Par contre, les laitages sont tout à fait envisageables. On supprime les conserves, les sauces du commerce, les plats cuisinés du commerce, toutes les charcuteries, même le jambon, et les coquillages et crustacés. Les aliments pièges à éviter sont surtout les boissons, à savoir les boissons gazeuses. Toutes les boissons gazeuses sont très salées, sauf le Perrier et la Salvetta. Par ailleurs, tous les sodas contiennent aussi du sel, sauf le Coca-Cola. Les aliments de remplacement faciles à se procurer sont le pain, chez le boulanger, qui fabrique du pain sans sel sur commande. On trouve des biscottes sans sel au supermarché, des fromages sans sel, des condiments sans sel type cornichons et moutarde, des conserves sans sel dans les magasins spécialisés. Le sel de régime n'est prescrit que par le médecin. On en trouve au supermarché, là ce sont des sels qui contiennent et du potassium et du sodium, ou bien à la pharmacie où ce sont des sels de potassium exclusivement. Les reins sont chargés de réguler la quantité de liquide contenu dans le corps humain et d'en éliminer l'excédent. Ils se basent sur la quantité de sel présente dans l'organisme pour agir. En cas d'insuffisance cardiaque, les reins ont des difficultés à éliminer le sel. Il y a alors trop de liquide dans les vaisseaux. Lorsque le régime sans sel est bien suivi, les reins parviennent à éliminer assez de sel pour que le volume de liquide dans les vaisseaux ne soit pas trop important. Le cœur s'en trouve soulagé. Au contraire, si l'alimentation est trop salée, les reins ne parviennent pas à éliminer une quantité suffisante de sel.
Le volume de liquide devient trop important dans les vaisseaux et la maladie s'aggrave. Ça fait 1 an et demi que je fais de la rééducation cardiaque avec bonheur. Comme vous voyez, musculation du torse, des bras, etc. Et puis vélo, cyclo-rameur et tapis marcheur. La rééducation cardiaque est une part importante du traitement de l'insuffisance cardiaque aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui étaient en insuffisance cardiaque, en ne faisant plus d'efforts, ne servaient plus de leurs muscles et que ces muscles squelettiques, ces muscles périphériques, non pas le muscle cardiaque mais les muscles des jambes par exemple, s'atrophiaient. Et le jour où ils en avaient besoin, il n'y avait plus de muscles pour répondre aux besoins. Et c'était ça qui les limitait. Donc en leur demandant de faire au minimum une demi-heure de marche à pied par jour, et au mieux une rééducation dans un centre ou chez eux avec une bicyclette où ils peuvent pédaler à vide, on s'est rendu compte qu'on améliorait vraiment leur confort de vie et qu'on améliorait leur capacité d'effort, probablement plus qu'on ne peut le faire avec les médicaments. J'ai retrouvé ma forme, j'ai retrouvé mes muscles, ma force, et je suis très bien à tel point que si je ne la fais pas, ça me manque. Il me manque quelque chose. Un entraînement physique vraiment spécialisé et contrôlé par un cardiologue. Le traitement au long cours doit prendre en charge l'évolution chronique de la maladie et ce qu'on craint, c'est l'aggravation rapide de la maladie. Donc ce qu'il va falloir rechercher, c'est une augmentation du poids, il faut se peser de façon régulière, une augmentation éventuellement du diamètre des mollets ou regarder si on a des œdèmes qui apparaissent sur les jambes, si on a un essoufflement qui va croissant, si les choses sont instables. Il faut à ce moment-là prévenir le médecin pour qu'il puisse agir avant que les choses ne soient trop graves, avant qu'une hospitalisation ne soit nécessaire. Compte tenu de mon état, je me sens bien. Je reste pas chez moi, je fais mes courses, je prépare mon déjeuner, mon dîner, je conduis ma voiture. J'ai une vie tout à fait normale, mais doucement. Il faut que je fasse tout doucement. Je me sens tout à fait bien, je me sens même mieux qu'avant le déclenchement de cette pathologie. Je mène une vie tout à fait normale, autrement, hein, ça, il n'y a pas de problème. Je sors, je vais à droite, je vais à gauche, je m'occupe de ma maison. Pour mon âge, finalement, j'ai une vie tout à fait confortable et tout à fait autonome.